Bonjour. Donc on m'a sollicité pour cet atelier sur des innovations techniques et j'ai souhaité inviter Anne Trompette de la société Hopscotch car nous avons grâce à eux réalisé quelque chose qui nous a énormément plu. Donc je vais laisser Anne expliquer un peu qui est Hopscotch si vous ne les connaissez pas encore. Pour moi c'est un peu le Graal de l'événementiel. Le Public System devenu Hopscotch et c'est les plus beaux événements en France et à l'étranger. Anne, tu peux nous raconter tout ça? Ouais, on va faire un rapide contexte parce qu'en fait, on est là pour présenter une solution, bien sûr, toutes les deux, mais on va voir comment on travaille justement ensemble pour amener et optimiser justement ces événements. Le contexte, c'est effectivement qu'on est Hopscotch Event, faisant partie du groupe Hopscotch. Notre ADN, c'est créer de la relation entre les publics pour que la relation avec la marque prenne vie et qu'on crée cette notion d'expérience qui nous tient tous à cœur. Notre agence, c'est 60 talents intégrés, plus de 250 événements à l'année, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. On a la chance d'avoir des bureaux sur Marseille, notamment, avec lesquels on s'est illustré lors des JO, notamment pour la ville de Marseille, qui ont également gagné des prix d'ailleurs sur une Upcycling Road. J'en profite pour faire un petit coucou à Isabelle Leoni, qui a un rôle très particulier, j'en parlerai plus tard. C'est vrai qu'Anne, si je puis me permettre, j'avais d'abord invité Isabelle Leoni. C'est ça. Qui est une des leaders en fait dans la dynamique de l'environnement et du souci de faire des événements verts depuis une bonne dizaine d'années. On échange là-dessus. C'est ça. Et Isabelle n'a pas pu se libérer, mais on est ravis que ce soit toi. Merci, c'est sympa. Donc nous, qu'est-ce qu'on cherche à faire, qu'on soit dans du digital, qu'on soit dans de l'hybride, du live. En fait, tout ce qui nous intéresse, c'est de créer ce fameux capital relationnel qui est vraiment notre marque de fabrique et qui va nous permettre d'engager en fait nos publics, de les nourrir, de les cultiver, d'amplifier aussi leur relation avec ces fameuses marques. On est vraiment dans cette relation du vivant qui nous importe, comme vous avez pu le comprendre. On vous le disait, notre signature chez Hopscotch Event, c'est Engage and More. Ça veut dire que l'engagement, c'est plus qu'une signature pour nous. Ça veut dire que, bien sûr, notre patronne des achats, qui est aussi patronne de la performance, est aussi la responsable de la RSE. C'est vraiment une nouvelle manière de fonctionner qui est très intéressante chez nous. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'à l'argent, mais on pense aussi au bien qu'on peut faire à cette planète dans des métiers qui sont très éphémères. Et donc, on en prend en considération aussi dans nos réflexions. En tout cas, c'est toute l'importance qu'on tâche d'y donner. C'est devenu une valeur aussi importante que le budget, en fait. Tout à fait. En tout cas, dans nos modes de pensée, et elle participe à former toutes nos équipes, qu'on soit nous dans la partie création, plus en amont, puisque c'est pour ça d'ailleurs qu'on va chercher après une Sophie, que ce soit dans le projet qui va suivre, dans la production. Voilà, on est tous bien sûr très pris et consciencieux du rôle qu'on a à tenir aujourd'hui par rapport à cette promesse d'être moins pollueur dans un métier de l'événementiel et de l'éphémère, et d'où la complexité. On est bien sûr ISO 20121 et depuis l'an passé, on est EcoVadis Platinum. On est à peu près, je crois, 3%, si je ne dis pas de bêtises. Donc ce sont des promesses qui sont très contraignantes. Il y a énormément de documents à produire pour obtenir ces certifications, énormément d'efforts en interne, aussi bien donc de la partie RSE que de nos équipes au projet et à la production, mais qui nous permet d'avoir des opérations plus solidaires, plus engagées environnementalement parlant. On a des redistributions alimentaires dans certains cas. Avoir un management responsable, c'est aussi un peu le secret de la manière dont on prend nos événements, et d'avoir aussi ces éco-solutions, éco-conception. Et là, c'est là où la direction de création prend place avec les équipes. Et avant peut-être de rentrer dans le vif de notre sujet, je vais vous passer un petit film de cette année olympique, parce qu'elle est incroyable. Que là, certes, on est moins dans un vent de popularité, l'événement aujourd'hui, avec ses problèmes économiques et politiques, mais voyons quand même ce qu'on a eu la chance de vivre tous ensemble l'an passé. La trêve enchantée.
donc beaucoup d'événements qui ont été bien sûr sur les Jeux Olympiques. On a eu la chance d'accompagner le groupe Accor au Club France pour sa visibilité en termes d'hospitalité. On a eu la chance de produire de manière exécutive, production exécutive, les clôtures. On a eu la chance aussi d'accompagner la Société Générale sur notamment différentes choses auprès plutôt des Coupes du Monde de rugby. On le voit aussi, pas mal de projets avec la RATP qu'on a accompagné pendant plus de 2 ans sur comment justement se préparer et être au rendez-vous de ces Jeux Olympiques. Une très très belle aventure également. Et voilà, je vous le disais, là c'est typiquement, on a travaillé pour l'Agence nationale du sport dans un projet très très privé qui était de créer en fait une zone de préparation de nos athlètes, donc transformation de 6000 m² d'une école et d'un lycée. C'était passionnant et comment mettre toutes les chances de notre côté pour obtenir des médailles. Enfin, voilà, autant de projets passionnants qui ont drainé cette année 2024 incroyable. C'était une bonne année 2024, Anne. Ouais. Ouais. Bah, c'est surtout, ça a été magique et merci au groupement qui a pris les Jeux Olympiques aussi dans sa direction parce qu'ils ont remis, je dirais, le savoir-faire français aussi en termes d'événementiel au devant de la scène et ça c'est super parce qu'on a un savoir-faire chez nous qui est inconsidérable des années. Vous êtes à géométrie variable parce que les Jeux Olympiques n'ont pas lieu tous les ans. Non. Vous savez déployer vos forces et aussi vous adapter, recentrer. être agile. Ouais. Ouais, bien Donc sûr. ça aussi c'est un savoir-faire d'appeler des gens, d'appeler des talents, d'appeler des expertises et ouais. de changer la forme. Ouais. Rapidement, on fait partie du groupe Hopscotch Group. Voilà, vraiment, on est ce qu'on appelle aujourd'hui un Global PR Group. C'est la version américaine, donc on fait aussi bien DRP, aussi bien de la réputation, aussi bien de la communication digitale, bien sûr de l'événementiel, mais on a aussi des devantures comme les festivals de cinéma pour les collectivités, avec le festival de Deauville. Bref, je ne vais pas vous faire notre page de publicité, mais on fait plein de choses très diverses et variées avec beaucoup d'expertise at home, donc ça aussi c'est intéressant. Récemment, on a eu la chance de devenir international en faisant venir un groupe qui s'appelait Sopexa, qui était initialement un groupe public qui faisait la promotion de la food française à l'étranger. L'État s'est du coup d'une certaine manière retiré et ça, ils ont dû trouver un autre moyen de fonctionnement et c'est devenu privé. Du coup, on a pris des parts et maintenant, ça fait partie intégrante de notre groupe, ce qui nous permet d'avoir plus de 40 agences dans le monde avec cet ADN français qui nous réunit tous et tout en ayant la culture locale, la langue et bien sûr aussi des partenaires et prestataires en locaux. Donc ça c'est un grand bond en avant. C'est un 40 agences dans le monde, c'est 40 ouais. cultures différentes à gérer et 40 lieux d'évangélisation de votre talent. C'est ça. Et voilà, c'est une magnifique chance. On les salue. C'est Hopscotch Season maintenant. Voilà, ça c'est pour notre siège social, que vous sachiez où on habite. On est en plein cœur de Paris, on a beaucoup de chance. On est dans le 2e arrondissement et on a beaucoup de clients, je vous le disais, qui nous font confiance, tant dans les domaines du luxe aussi, dont je n'ai pas parlé, avec différents beaux clients. Et on travaille beaucoup dans le domaine de l'automobile aussi, en tâchant d'être le plus raisonné possible également. Et Mairie de Paris, c'est tout le sujet qui nous amène aujourd'hui, puisqu'en fait, on a répondu à un appel d'offres public pour le compte de la Mairie de Paris. Il s'agissait de créer le Paris Média Centre lors des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques du 19 juillet au 8 septembre, messieurs, dames. Oui, un événement très très longue durée et qui devait se dérouler au carreau du Temple. Il se trouve que le contexte, c'était de recevoir tous les journalistes olympiques non accrédités sport et qui souhaitaient parler de notre transformation pour accueillir les Jeux, parce qu'il y a eu énormément
des forfaits, et ce depuis 10 ans, hein, pour préparer ces Jeux Olympiques, la candidature et ensuite comment on s'y prépare. Et donc nous, on devait imaginer comment accueillir cet à côté, mais faire la part belle à la transformation, à ce qui s'est mis en place et l'impact économique, social. Du coup, il fallait à la fois donc produire un lieu hybride et modulable pour recevoir ces journalistes. Il fallait également... C'est très français ça, hein, d'organiser un événement élégant pour Ouais. parler d'un développement de la ville dans un lieu extraordinaire aussi. C'est ça. Ouais. Et en fait, on trouve des budgets pour ça, toujours. D'une certaine manière, profiter de tout ce qu'on avait fait pour aussi que la destination Paris revienne au goût du jour, qui est un pari un peu remporté, je pense, et montrer combien on est aujourd'hui aussi, j'ai envie de dire, au goût du jour. C'est-à-dire qu'on n'est pas le vieux Paris seulement, on est un Paris aujourd'hui qui a su se réinventer et qui est sur les problématiques de plus de verdure, de plus d'air, de mode et d'espace moins peut-être pollués aussi pour tous les urbains. Enfin voilà, tout cela, on l'a mis en lumière. Et donc, il s'agissait de faire un projet éco-responsable, puisque c'était la promesse des JO, rappelez-vous, qui avait été lancée par les organisateurs. Notre réponse, nous, ça a été de faire un concept qui faisait vivre un lieu incarné, c'est-à-dire de rendre hommage aux Parisiens, Parisiennes, à tous ces habitants d'Île-de-France, grâce à qui, en fait, cette ville, elle a pu changer et se remettre au goût du jour. Donc, on a fait un espace, certes, de travail, hein, de 350 postes pour accueillir hebdomadairement parlant tous ces journalistes internationaux. On a fait un espace de restauration qui mettait à l'honneur tout ce qui était artisans locaux, etc., pour les produits frais et de saison, pour être encore une fois raccord aussi avec ces engagements. Et puis, un espace d'exposition centrale qu'on a voulu, rendre hommage, je vous le disais, à ces Parisiens. On a carrément créé une œuvre avec une artiste, là aussi que je salue, Jeanne Varaldi, urbaniste et artiste contemporaine, qui a créé une œuvre qui est allée à la rencontre des Parisiens autour de marches, de gens de l'ombre et de la lumière qui réinventent ce Paris. On est allé rencontrer des lieux artistiques un peu friches, qui permettent à un réseau parallèle qui ne peut pas être soutenu par les ministères d'exister. On est allé, qui s'appelle Push, on est allé rencontrer plein de gens, des gens aussi qui bossent sur plutôt le côté associatif, comme les bateaux du Rosa Bonheur, etc., qui font énormément sur les publics locaux, le foot, les équipes de foot féminine, pardon. Enfin voilà, on a vraiment été rencontrer plein de profils intéressants pour une promesse un petit peu différente. Et voici un petit peu en images ce que cela a pu donner. Et rentrons dans le détail avec Sophie des solutions avec lesquelles on a pu avoir la chance de collaborer. Alors nous, c'est l'inspiration d'un célèbre architecte japonais qui s'appelle Shigeru Ban. Et surtout une rencontre avec un jeune designer qui passait son diplôme, et on s'est dit tiens, c'est sympa, toutes ces idées, on va bosser ensemble. Du coup, voilà d'où est né ce système, des inspirations et de la jeunesse. C'est tout simplement un jeu de construction avec des mandrins en carton que vous pouvez trouver dans les rouleaux de moquette, par exemple. Bon, ils sont un peu spéciaux parce qu'on les a traités non-feu au préalable. Donc voilà, ils sortent d'une usine de fabrication française et ils sont traités non-feu en France et ils sont livrés. Il faut assumer d'en acheter quand même quelques-uns. Et on va les connecter avec un connecteur en pin, non pardon, pas en pin, en peuplier français, 18 mm. Donc le fait que ce soit du peuplier 18 mm, on n'a pas besoin de le traiter non-feu, pour la petite astuce. Et on peut construire ça comme un jeu d'enfant. Donc il y a des gens qui, déjà tout petits, adoraient les jeux de construction. Ou pas. Voilà, ça c'est pareil. C'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est plutôt de les habiller après avec du papier. Mais c'est facile à décrire le processus. C'est tellement réutilisable, parce que c'est indestructible, si on l'utilise à l'intérieur plutôt. Hein. Ça ne va pas aimer tellement les intempéries. Et puis ça a séduit Hopscotch. Donc c'était nos premiers vrais clients.
Parce qu'on s'est exposé, nous, avec nos produits, mais le fait que c'était prescrit par Hopscotch, on était quand même assez fiers. Hein. On a un peu hurlé de joie quand on a eu le bon de commande. Tu as autre chose à rajouter sur vos matériaux? Non, mais là, vous pouvez voir la mise en situation typiquement dans notre décor. Et ce qui était super, c'est que nous, on cherchait vraiment, encore une fois, cette éco-conception. On est allé très très loin et je vais vous en dire même un peu plus après. Et ce qui est super, c'est qu'il y avait cette innovation amenée par Sophie et ses équipes qui collait parfaitement à ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire quelque chose qui soit éco-conçu, qu'on puisse louer et qui ait l'élégance de pouvoir aussi parler d'éco-conception sans perdre la qualité. Je crois que là, on est vraiment au rendez-vous avec ce genre de solution, comme quoi on n'a pas à faire de compromis entre un beau rendu, une esthétique forte, une élégance dingue, et tout en pouvant avoir la nécessité d'habiller, de signifier l'espace. Alors donc, là, si je puis me permettre, nous, on fait des systèmes lambda, je dirais, qui doivent être ensuite anoblis par vos équipes. Nous, on est là pour construire une ossature la plus fonctionnelle possible. Et c'est presque une page blanche pour que nos clients, qui sont les créateurs, les agences d'événements, puissent la magnifier. Voilà. On ne revendique pas d'élégance spécifique, on revendique une fonctionnalité, ça s'appelle le design, et ensuite on le donne, et ça va pouvoir être un caméléon. Vous avez fait quelque chose d'ultra sobre, en conformité avec votre cahier des charges. Sur notre stand là-bas, c'est une jungle qu'on habille. Demain, ça peut être des panneaux acoustiques pour faire un bureau dans un bureau, etc. Donc, encore une fois, c'est vraiment un outil pour que les créateurs puissent s'en emparer. C'est ça. Modularité à fond sur cet outil. Je te passe, tu veux parler un petit peu de tes différents clients qui t'ont fait confiance? Ah, c'est ceux-là. D'accord. Bah oui, vous êtes les premiers. Merci. Ouais. Il n'y a rien à dire. Après, c'est vrai que nous, on fait souvent des partenariats. C'est pas que des clients, c'est aussi des partenaires. Pro Durable, ils nous ont permis d'être sur leur salon qui est ultra inspirant. C'est le salon des rencontres pour améliorer son bilan carbone à tout point de vue et puis améliorer sa connaissance aussi de l'environnement. Il y avait à Forum Bois Construction, ça c'était un gros truc. C'était au Grand Palais il y a 20 jours. Et c'était très beau d'exposer une centaine d'architectes avec nos systèmes et de disparaître évidemment au profit de leur visuel et de leur matière. Voilà. Mais sinon, on est super fiers d'accompagner les gens, soit en partenariat, soit en vente, dès lors que nous, on apprend des choses et ça correspond à une synergie. C'est ça. Ici, d'autres images de la manière dont vous pouvez en disposer. Ah oui. Alors là, ça peut être rigolo. Je dis ça, je dis rien, pour faire du stand modulaire. Ça peut être un carrousel. Donc, sur une surface, là, il y a quoi? 3, il y a 6. Sur 36 mètres carrés, on peut exposer 4 exposants. Hyper malin. Voilà, c'était assez rigolo. Et là-bas, vous voyez à gauche, c'est l'application acoustique, donc confort auditif, avec un partenaire aussi qui nous avait confié les plaques. Là, on était au 104, encore des beaux endroits parisiens transformés. Ouais. Là, tu parlais de jungle, on est à fond dedans. Ouais, alors on a une petite réplique à l'entrée, moins champêtre, plus équatoriale. Avec toujours tes procédés aussi de papier dont tu connais tous les secrets. Oui, qui sont choisis par nos clients donc pour faire de la déco. Et ce qui est bien, c'est et que tu les recycles après aussi. Ah oui, alors on les recycle, ça c'est amusant. On recycle tous les déchets de production et tous les papiers qui ont fait leur fonction de kakémono, de signalétique. Donc on a repris tous vos kakémonos et on les a transformés dans une plaque rigide avec laquelle on fait du mobilier ensuite. Donc
c'est hyper malin. Voilà, on est vraiment sur un 360 en termes d'utilisation du matériel et ça c'est génial puisqu'il repart en cycle de vie après dans ce mobilier. Ici des versions artistiques aussi. Ah oui, parce qu'en fait, nous on est à Vanves, on n'est pas très loin. On a la chance, voilà le mobilier, l'éclair au chocolat. On a la chance d'être pas très loin et d'avoir une verrière. C'est moins prestigieux que le carreau du temple, mais c'est quand même sympa. Et on organise des expos. Ouais. La prochaine exposition, ça va s'appeler Paper Wonders, le 8 avril. Voilà, regardez un peu sur les réseaux, venez, apprenez, regardez sur les réseaux, on a de l'info. Ouais, vous soutenez aussi des expressions très purement artistiques et ça c'est intéressant. Oui, on soutient principalement les artistes qui travaillent le papier, puisqu'ils le subliment et on bénéficie de cette image. Voilà, les paper artists. C'est vraiment une grande tendance, hein, le paper artist, parce que le papier, c'est un matériau facile à transformer, plus que le bois, plus que l'acier, plus que le verre. Léger, facilement façonnable, avec très peu d'outillage. Donc, comme ça, de fil en aiguille, est née toute une communauté de beaucoup de femmes, d'ailleurs, mais une communauté importante de gens qui transforment le papier et le subliment. Et une grosse marque de fabrique, Procédé Chanel, que c'est cette valeur papier que vous travaillez divinement bien. Merci. Je passe un peu vite, mais c'est tous les exemples d'applications que vous pouvez avoir à partir de cet incroyable dispositif. Sur le retour disons, bilan carbone, nous on a fait une ACV, une EPD, donc maintenant on a enfin des chiffres qui concernent nos matériaux. Mais c'est vrai que souvent on marque des points en utilisant du papier. Voilà. Petit bug pour passer à voilà. Donc ça c'était infrasystème que nous avons vraiment nous intégré dans notre scénographie. Donc avec Isabelle Ferrière, qui est notre directrice artistique, qui a travaillé sur le dossier, et Norman Bouzidi, notre scénographe, on s'est vraiment emparé de ce plug and play, de cet outil, pour vraiment en faire une valeur donc de stand, mais pas que stand. Hein. C'est-à-dire qu'on avait, nous, une conciergerie dans notre dispositif. On avait voilà, le besoin de créer un service IT. Voilà, donc on a pu créer ces SaaS comme ça, mais très qualitatifs, je vous le disais encore une fois, qui ont un look qui nous a beaucoup plu, nous, et qui avait l'incroyable possibilité de nous offrir cette location qui fonctionnait bien. Là, pour vous montrer un peu notre réflexion, hein, nous, quand on dessine un projet, vous pouvez voir combien on s'engage. Vous avez en haut les refs qu'on a fait avec notre scénographe Norman, avec notre directrice artistique sur tout ce qui était identité aussi, et qui s'est aussi elle-même mis dans cette démarche, parce qu'encore une fois, on pense l'éco-conception dès le début, avant de vendre aux clients. C'est-à-dire que ça fait partie de la conception. Ensuite, on a une Sandra Lenné en production, une Geneviève Gillet à la direction de clientèle qui va faire toute la pédagogie, soit auprès de nos prestataires, soit auprès de nos clients, soit nos partenaires encore. Et puis, les équipes comme... Marie au projet qui vont aller diguer aussi les petites infos nécessaires pour pouvoir bien rassurer sur tous nos bilans, etc. et faire ces fameux documents de suivi. Marie Solin, je la remercie aussi là-dessus, parce qu'il s'agissait de ne pas lâcher et d'avoir la promesse initiale jusqu'au bout. Et vous pouvez voir que voilà, on a vraiment dessiné, éco-conçu tout cela et que nous sommes allés au bout avec ces rendus finaux qui sont presque identiques. Hein. Je vous parlais d'un restaurant avec des partenaires locaux aussi. Vous voyez notre conciergerie, voilà, qui a appliqué la solution Procédé Chanel, pardon. Et juste pour vous dire un petit peu, donc on a, nous, éco-conçu, qu'on est parti de mobilier qui était libre de source en design. On est allé chercher Woma, qui est un Fab Lab parisien. Et on a créé du mobilier pour ce centre des médias fabriqué à Paris. On a carrément créé
au fer à chaud, c'est ça qu'on dit, hein, notre petit label fabriqué à Paris qui n'existait pas. Donc on a créé ce mobilier sur mesure. Ça, c'était aussi une incroyable performance. Et donc tous ces mobiliers de bureau, ces 350 mobiliers, ensuite, ils ont fait le chou gras tout ce qui était institutionnel, à savoir les écoles, les musées, les théâtres, etc., qui sont venus pour donner une seconde vie à ce mobilier qu'on avait créé, qui pouvait être aussi... D'ailleurs, on avait des casiers pour qu'ils puissent sécuriser leurs affaires, tous les gens, etc. Et donc, tout le monde est venu pour qu'ensuite, ils aient une deuxième vie dans les partenaires de la mairie de Paris, les institutions qui en ont grand besoin parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens de pouvoir se remoderniser en termes de mobilier. On a travaillé donc, avec Infrasystème pour tous ces éco-structures. On a travaillé en végétalisation avec aussi Merci Raymond, puisqu'on a fait de la location de plantes, sachez-le, c'est possible. Et ils ont aussi un système très vertueux de travailler le naturel. Pour du long terme, c'est pas évident. Ouais. Et ils sont très précautionneux et c'est des très bons partenaires aussi. Ils venaient arroser les plantes régulièrement ? Oui, tout à fait. Oui, ils nous ont l'entretien. Alors au début, on avait un doux rêve, c'était carrément de proposer une nurserie des Parisiens qui partaient en nombre pour libérer les axes de métro, etc. Et de peur qu'il y ait trop de monde, justement. Et c'était de leur proposer qu'on prenait leurs plantes et qu'on s'en occupe en mode nurserie pendant leurs vacances. Malheureusement, on a eu trop peu de temps pour pouvoir mettre en place ce dispositif, mais c'est des choses avec lesquelles, encore une fois, on a réfléchi avec ce partenaire. Donc c'est pour vous dire comment on va loin dans nos démarches créatives. Hein. On essaye de se réinventer nous-mêmes et de proposer des choses complètement originales et qui servent tout le monde, encore une fois, là, en l'occurrence, les Parisiens ou les gens d'Île-de-France. La notion d'héritage, elle est importante. Je vais vous en parler juste après. Juste quelques chiffres. Donc, on a environ accueilli 50 000 médias sur ces presque 2 mois d'événements. 98,63% de nos prestataires étaient locaux. Merci, tu en fais partie, Sophie. On a eu 71 press tours, 56 activations avec des soirées, 46 conférences de presse, qu'on avait aussi des gens qui venaient tenir des talks sur ces fameux sujets, qu'ils soient architecturaux, de transformation, qu'ils soient urbanistes, qu'ils soient sur les transports. Enfin voilà, donc tout le monde est venu un peu parler de comment Paris s'est mis au goût du jour. Et vous avez mesuré les retombées presse ? Ou c'était pas votre job? Alors c'était pas notre job parce que nous on était vraiment fournisseurs de l'espace, mais la mairie de Paris en était très satisfaite, je crois. Et je ne vais pas tarder à avoir les derniers chiffres puisque les études se terminent là prochainement. On a eu aussi 854 heures, parce que j'en ai pas parlé, mais tout ce qui est RSE, c'est bien sûr le social aussi, pour l'inclusion, notamment avec l'insertion, avec des équipes de ménage, d'accueil, de traduction qui étaient dans ce cercle vertueux d'inclusion. 320 postes de travail redistribués, ça je vous en parlais à la mairie de Paris. Et puis on a fait 2807 kilos de CO2 d'émissions évitées en fait. On a même jusqu'à challenger tout le monde sur leur dernier kilomètre pour livrer les choses. 2,8 tonnes. Donc aujourd'hui les événements peuvent être mesurés par rapport à... Oui, et on a même donc notre propre calculette carbone qu'on fait par rapport à nos événements. 2,8 tonnes, je me rends pas compte, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Alors on peut encore aller plus loin, puisque aujourd'hui Isabelle serait là, elle te parlerait de la Recycling Road qu'elle a fait pour la mairie de Marseille, qui est un projet fantastique où il n'y avait pratiquement pas de déchets humains. Donc je parle de poubelles, de tri, de choses comme ça qui n'aient pas été soit utilisées pour faire de l'énergie consommable grâce au fait de la brûler parce qu'elle a été vraiment précisément très triée. Enfin, il y a des nouvelles choses incroyables qui sont inventées chaque jour avec nos équipes et j'en parlerai des heures, mais malheureusement le temps presse. Ah oui, un petit mot de la fin. On a 46 secondes. Ouais. Juste pour vous dire qu'on a été salué pour notre projet par le prix Créa qui nous a salué du prix de l'innovation produits et services. Donc voilà, on a eu le bronze au prix Créa, donc c'est pas rien. Le bronze c'est génial parce que c'est jamais le hasard.
C'est Le ça. premier, oui, ça peut être du hasard, mais le troisième, c'est pas possible. Non, ouais. Donc on est très heureux. Merci, merci à Procédé Chanel de nous avoir suivis dans cette aventure. Et je vais faire une petite page de recherche. Sachez que l'œuvre de Jeanne Varaldi, produite avec la mairie de Paris, cherche aujourd'hui un lieu pour s'installer, pour avoir sa deuxième vie à elle, qu'on est en recherche aujourd'hui. Ça a un petit coût, bien sûr, de la réinstaller, mais sachez qu'elle cherche son nouveau lieu de destination pour avoir ce projet vertueux d'être réutilisé elle-même. Donc voilà, si vous avez un lieu qui peut l'accueillir, n'hésitez pas à nous faire signe. On serait très heureux de vous en présenter les grandes lignes pour peut-être habiller vos espaces à vous. Merci Sophie. Merci beaucoup Anne. Merci l'équipe technique. Merci. Merci.